on se demande pour qui cette salle absolument remplie, un samedi à 17h, quand normalement tous les Lillois sont sur la terrasse à boire des bières parce qu'ils adorent ça, on se demande pour qui. Allez, vous me le dites, pour qui? Audrey. Alors voilà, je vais quand même pas nier que c'est un des grands moments du festival. Alors je racontais hier que notre serveur a explosé au bout d'une heure. Par contre, tous ceux qui êtes là dans la salle, vous avez bien contribué à le faire exploser. C'était effectivement, voilà, une des séances les plus demandées. Alors, je vais juste dire une petite remarque, arrêtez de faire du marché noir sur des billets que vous n'achetez pas, les gars. C'est pas sympa. Non, vous ne revendez pas un billet Audrey Fleurot. Vous le passez à un copain si vous en avez trop. Alors, Audrey Fleurot, c'est une grande histoire avec nous. Elle a été jury. Ça va être la 3e fois qu'elle vient ici. J'allais dire, pour employer une image footballistique, elle joue à domicile. Mais en fait, maintenant, c'est toute la France qui est devenue le domicile d'Audrey Fleurot. C'est, moi je l'appelle en fait une Marilyn Monroe accessible. Elle est magnifique, elle est drôle, elle a du charme, elle peut tout jouer. Et vous le verrez dans la masterclass, Charles Martin, que je vais appeler, qui est le journaliste de première, va retracer sa carrière. C'est une icône fantastique. C'est aussi notre Marianne à nous. Je vais appeler... Eh bien non, pas Audrey tout de suite. Charles Martin, le journaliste de première. Merci, parce que c'est un exercice quand même, d'abord d'une générosité extrême d'Audrey Fleurot, alors qu'elle a juste terminé le tournage, de nous accorder 1h30 de masterclass, mais je peux l'avoir, c'est un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Audrey Fleurot. Ouais. Waouh, c'est super. Oh, c'est super impressionnant. Ça rentre en matière. Je sais pas ce que vous attendez en plus, c'est vachement... Je me dis, ces gens ont fait la queue pour m'écouter parler d'une espèce de rétrospective de vieille actrice. Je suis très heureuse, je suis super flattée que vous ayez fait la queue pour m'écouter parler. Alors que c'est même pas du stand-up. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus, quoi. Ça me faut une grosse presse. Au pire, je vais peut-être inventer des trucs. C'est comme vous voulez, Audrey. Je vais enlever ma veste, j'ai chaud. On vous sent ému. Mais je suis hyper émue. Oui. Vous vous rendez pas compte, c'est un truc en fait déjà c'est tellement, je suis tellement heureuse de faire le métier que je rêvais de faire. Je sors d'une projo où j'ai eu la possibilité de voir les 2 premiers épisodes de la saison 4 avec le public, qui est un truc hyper fort parce que j'imagine qu'il y a des gens qui étaient peut-être là à la projo. Ouais. C'est un des moments les plus forts de ma vie en fait, de voir ces épisodes avec vous, parce que nous on fait les choses et puis après, bon on est super content parce qu'on voit que ça a du succès, donc on se dit il y a forcément des gens qui regardent, mais en fait être dans la salle et entendre les réactions et vous entendre rire et entendre oh et... En fait je me dis putain mais c'est merveilleux quoi, ça donne un sens à ma vie vraiment en fait. C'est pour ça que je fais ce métier pour moi, pour me faire du bien, parce que c'est ce qui me fait du bien d'interpréter des personnages, mais de voir l'impact que ça peut avoir et le fait de faire du bien aux gens
ce qui enfin, je veux dire, c'est très, on sauve pas des vies, hein, attention, hein, je suis pas du tout en train de dire, mais de vivre ce moment avec vous, ça me permet de sentir que ça a du sens. Et ça me remplit de joie. Donc voilà, je suis très émue de, sans transition, venir ici vous en parler. Mais je suis un petit peu encore sur le coup de l'émotion. Voilà. Eh ben, on est très heureux de vous recevoir, Audrey. On sait que vous avez une histoire, Laurence en a parlé, très, très forte avec le festival, avec Sérimanier et avec la région des Hauts-de-France, puisque vous tournez beaucoup dans la région. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? Je passe ma vie ici, moi, hein, maintenant. Mais même avant HPI, parce qu'en fait, c'est une région dont, il faut le dire, qui a toujours beaucoup aidé les tournages. Et donc, j'ai toujours énormément tourné ici. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Enfin, je me sens très familière maintenant. Et je me souviens que quand je jouais au théâtre, quand je ne faisais que du théâtre, on allait toujours jouer les spectacles à Lille en premier, parce qu'on savait que c'était le meilleur public. Et donc, pour se chauffer, après, quand on allait à Lyon, c'était beaucoup moins rigolo. On va donc remonter le fil de votre carrière pendant 1 heure, et puis après je laisserai au public le soin de vous poser des questions et de vous interroger. Et on va commencer avec un premier extrait. On pourrait appeler ça des apparitions mémorables. On va commencer par l'extrait 1, s'il vous plaît. Vous vous souvenez un peu de cette scène, de ce tournage? Je m'en souviens très bien. Je crois que j'ai 22 ans, hein, et je dois beaucoup à Alexandre, parce que c'est un des premiers à m'avoir fait tourner, et surtout à m'avoir fait tourner sans me faire passer de casting. Il m'avait vu jouer au théâtre à Lyon, parce que j'ai fait mes études à Lyon, et les castings, c'est très très dur. Vous savez, moi j'étais complètement nulle en casting, parce que je viens du théâtre, et que j'étais habituée à m'adresser à des grandes salles, parce que j'ai eu la chance de jouer dans des beaux théâtres avec beaucoup de monde. Et quand je passais des castings, je n'arrivais pas du tout à switcher avec une caméra qui était là. Je continuais à m'adresser à 1000 personnes. Et donc, on n'arrêtait pas de me dire moins théâtral. Et je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Je me disais, mais merde, j'ai pas fait toutes ces études pour au final ne pas jouer. Et donc, c'était super. Et je perdais tous mes moyens en casting. Et je pense que s'il n'y avait pas des gens qui m'avaient fait tourner sans me caster, j'aurais sans doute jamais tourné. Et Alexandre est un des premiers à m'avoir donné un rôle. Faut savoir que Kaamelott, on a fait des épisodes totalement autoproduits, à l'arrache, comme ça, et il est allé démarcher les chaînes avec ces épisodes, et on était tous totalement inconnus. Et donc voilà, je lui suis très reconnaissante, même si le truc est génial, c'est que en plus je me suis rendu compte à quel point Kaamelott repassait en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas nés quand on a fait Kaamelott, qui m'en parlent maintenant. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait quand même ça n'en finissait pas. Et je me dis, purée, c'est génial, c'est un humour qui traverse le temps. Et alors que concrètement, ça m'a pris très peu de jours, puisque évidemment, quand j'allais tourner, on faisait 4 sketchs dans la journée, et hop là, quoi. C'est un humour qui vous parle, justement, l'humour un peu pince sans rire, cinglant d'Alexandre Astier, parce que vous avez fait des rôles beaucoup plus sérieux par la suite, on y viendra, et on s'imagine pas que vous soyez justement cliente de ce genre d'humour un peu décalé. Moi, je suis super cliente. Moi, je suis une grande fan de Kaamelott, de son écriture. C'est un type très très brillant, Alex, dans plein de domaines, et j'aime beaucoup l'humour à la fois totalement absurde et très écrit. Il y avait un truc qui a toujours été dur, c'est qu'il écrivait les textes la veille pour le lendemain, et il nous filait les textes au maquillage. Et à chaque fois, je me disais, putain, mais merde, pourquoi il nous file les textes? C'est super dur, c'est à la dernière minute. J'avais beaucoup moins d'expérience, donc j'avais l'impression qu'il fallait... Et puis c'est très écrit, donc c'est pas du tout un texte où vous changez 2-3 mots, enfin voilà, quoi. Et en fait, il sait pas travailler autrement. Donc voilà, on s'est adapté, et on a appris des textes très vite. Vous parliez de théâtre il y a quelques minutes. Il y a un monde où vous auriez voulu être que comédienne de théâtre, ou dès le début vous saviez que vous vouliez faire du grand, du petit écran Ah non, pour moi je n'allais faire que du théâtre, parce que j'ai tout de suite su que le monde de l'image était un monde assez cruel,
où il fallait physiquement correspondre immédiatement au personnage que les gens avaient en tête, et je voyais bien que je ne correspondais pas à grand-chose, en tout cas pour les rôles pour lesquels je me présentais, c'est-à-dire des 3e, 4e rôles. Je sentais que j'allais devoir subir une pression que j'étais pas prête à supporter. Et je me disais, dans le théâtre, vous pouvez jouer une femme, un homme, un vieillard, un bébé, un banc, un arbre, et je me suis dit, le champ de possible est beaucoup plus vaste. Il y a une espèce de convention au théâtre qui fait qu'on s'en fout que vous ne ressembliez pas au personnage. Et donc le champ de possible en termes de personnage est beaucoup plus large. Donc je me suis pas du tout autorisée à fantasmer sur l'image. Ça me faisait pas plus rêver que ça. J'étais déjà super contente d'être là où j'avais envie d'être, c'est-à-dire le théâtre subventionné. Mais quand on m'a donné la possibilité de tourner, je me suis dit, ah tiens, c'est un autre rapport au jeu, c'est différent. Et c'est vrai que j'ai commencé par Kaamelott, qui était aussi une troupe. Et puis quand j'ai commencé à tourner un peu à droite à gauche, c'était du beurre dans les épinards, mais à aucun moment je me suis dit que ça allait prendre le dessus dans ma vie professionnelle. Et pourquoi justement vous avez continué à accepter de jouer dans Kaamelott quand vous avez commencé à faire Engrenage et d'autres choses en même temps? Vous avez alterné les deux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours retourné chez Alexandre Astier? Parce que ça m'éclatait d'y aller. C'est même pas une question de me sentir redevable de quoi que ce soit, c'est que c'était super récréatif. Moi j'ai un rapport au jeu qui est très... moi j'ai décidé de faire ce métier parce que je veux continuer à jouer. Quand vous êtes enfant, vous jouez, et on dirait que vous étiez le méchant et que moi j'étais la gentille. Et à un moment de la vie, on ne joue plus. Et alors qu'en fait c'est génial de continuer à jouer, et Kaamelott c'était totalement récréatif. C'était, on décidait, on met un costume et hop, t'as mis ce costume, donc t'es la Dame du Lac. Et ça, moi quand je fais HPI, en fait c'est ça, je me déguise, c'est ce que j'aime en fait, me déguiser. Donc je le disais, vous avez commencé Engrenage alors que vous étiez encore dans Kaamelott régulièrement. On va regarder un extrait de cette série qui est nettement plus dramatique pour le coup. Donc Joséphine, c'est une avocate qui a toujours été un peu à la limite, on peut dire ça comme ça. Vous aimez bien les personnages anticonformistes? C'est quelque chose qui vous correspond? Oui, c'est... moi j'étais hyper heureuse qu'on me propose ce personnage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de personnage féminin carriériste, prêt à tout. C'était quand même un personnage qui n'avait pas de mec, pas d'enfant, pas de chat, pas d'amis. On voyait pas du tout ça, quoi. Elle était absolument prête à tout, et je me suis dit, purée, en fait, c'est avec le personnage de Laure Berthaud aussi, qui était joué par Caroline Proust, c'était la première fois qu'on voyait des personnages féminins qui avaient des caractéristiques masculines, traditionnellement masculines. Alors c'est vrai que maintenant, et heureusement, on est habitué à voir des personnages féminins, mais à l'époque, c'était quand même du jamais vu, quoi. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu, mais comme c'est super rigolo de jouer les méchantes. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçue que par la suite, ils me fassent prendre un vous avez pas trop aimé la fin d'Engrenage? J'aurais aimé qu'elle devienne la reine des mafieuses, quoi, mais ils m'ont pas suivi sur ce coup-là. C'est comme s'ils s'étaient dit, ouais, mince, on a peut-être été un peu... La fin était trop normative pour vous? Oui, il y avait une promesse. Après, c'est aussi un pan de ma vie assez génial, hein. Engrenage, je regrette pas un seul instant. C'était aussi, à mon sens, une des premières séries vraiment marquantes françaises. Donc, d'y avoir participé, c'est une grande fierté. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais aimé vraiment que le personnage bascule du côté obscur, parce que c'est plus rigolo à jouer, quoi. Vous avez tenté de faire entendre votre point de vue aux auteurs? Oui, mais alors à l'époque, j'avais pas beaucoup de points. Hein. Il faut quand même... déjà, j'étais bien contente de travailler, donc voilà, j'ai participé à un petit brainstorming, puis on m'a dit oui, chacun son métier. Hein.
Sympa. On a vu 2 extraits de vous, un dans Kaamelott où vous êtes très drôle et un dans Engrenage, vous êtes beaucoup plus sérieuse. Vous arrivez très bien à jouer ces 2 côtés-là du métier de comédienne. Il y a ces 2 facettes-là en vous, chez Audrey. Il y a ce côté drôle, pince sans rire, un peu loufoque, et ce côté très sérieux, parfois un peu plus sombre. Bah oui, enfin comme chez tout le monde, j'imagine, mais en tout cas, c'est vrai que j'aime bien les personnages qui sont pas tièdes, parce que je trouve que c'est très cathartique d'incarner des personnages. Je pense qu'il y a quelque chose de très psychanalytique dans le fait de jouer. Ça vous permet d'utiliser mettons 10% de vous-même, mais qui est un peu enfoui parce que c'est pas très classe et que c'est pas un truc que vous avez trop envie de mettre en avant. Et ben dans ce cadre-là, ces 10%, vous les boostez à 90% et ça vous permet d'assouvir quand même un certain. Donc c'est très agréable en fait. Mais c'est vrai que je vais aller vers des personnages forts, quels que ce soit effectivement des personnages troubles ou des personnages, j'aime bien les personnages un peu ambigus, j'aime bien les personnages qui jouent des personnages, parce que je trouve que dans la vie on passe notre temps en fait à jouer des personnages, à donner une certaine image de nous aux gens, à s'adapter aux personnes qu'on a en face. Et puis en fait c'est une forme de carapace quoi. Donc j'aime bien quand il y a aussi plusieurs couches, mais c'est vrai que par exemple je n'ai jamais été une jeune première. C'est-à-dire que même à 20 ans, je jouais à Agrippine, quoi. À l'école, on m'a jamais proposé les jeunes premières, et ça ne m'a jamais Il n'y a pas de frustration. Non, ça m'a jamais attiré, donc je me dis que c'est plutôt bien fait. Et puis dans chaque promo, il y avait des jeunes premières super, et je voyais que j'avais rien en moi qui faisait écho à ça, quoi. Et pourquoi ça faisait pas écho chez vous? J'en sais rien. C'est comme s'il y avait un mélange de goût, je saurais pas vous dire. On a un champ, je pense, comme acteur qui est plus ou moins large. Moi, je suis contente parce que j'ai la possibilité de faire des choses très différentes et ça me plaît beaucoup. Mais je suis aussi assez au clair sur ce que je n'ai pas, ce qui ne m'intéresse pas. Je suis pas très douce. Vous n'êtes pas très fleur bleue, j'ai l'impression. Je suis pas très douce. Et à chaque fois que j'ai un réalisateur, une réalisatrice qui me dit plus doux. Mais je suis au max là. Je t'assure, je suis vraiment. Et je me dis bon à un moment on ne travaille qu'avec soi. Donc par exemple ma douceur, j'essaie de la booster au max et le max n'a pas l'air d'être suffisant. Donc par exemple je dis bon ça manifestement c'est pas un truc que je peux faire. C'est bien d'être un peu au clair, hein. Oui, de savoir qui on est. Oui. On parlait de rôles sérieux, donc il y a celui d'Hortense dans Un village français qui n'a pas dû être très très simple à aborder. On va d'abord regarder un petit extrait. Sans Gustave, toi, moi, ensuite. Bon, Hortense, c'est ce qu'on peut appeler une héroïne un peu difficile à aimer, on va dire ça comme ça. Ce fut un vrai challenge pour vous d'incarner une femme amoureuse d'un nazi? Oh c'est pas comme ça que je l'ai envisagé. C'est surtout ce que j'aimais, c'était l'aventure du village français était un truc assez génial quand même. On sentait que au-delà de la série, on prenait en charge une histoire collective sur un sujet qui était souvent pris en charge par le cinéma, mais quand vous avez 90 minutes pour raconter la Deuxième Guerre mondiale, enfin l'occupation, c'est tout de suite beaucoup plus manichéen, parce qu'évidemment c'est un peu noir et blanc, et la série, le temps de la série permet vraiment de se mettre à la place de plein de personnages et de tirer les fils vraiment de tous ces personnages, et donc d'avoir une vision, je pense, beaucoup plus globale de la situation, et notamment c'est un petit peu facile pour nous parce qu'on sait que ils ont perdu la guerre, ils sont partis. À l'époque, ils vivaient avec les Allemands, ils ne savaient pas qu'ils allaient partir. Mais pour moi, c'était plus une héroïne un peu bovarienne, quoi. C'est-à-dire, elle est mariée avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, et elle s'emmerde. Elle a un côté très, très ado qui s'emmerde dans ce petit village où elle n'a pas grand-chose à faire.
Et c'est cette espèce d'errance qui va passer par... elle va quand même voler un enfant, elle va se lancer dans la maternité, puis finalement elle va se rendre compte que ça lui plaît pas, donc elle va abandonner l'enfant chez une tante. Enfin, tout était irrévérencieux, quoi. Et puis elle se balance dans cette histoire d'amour avec vraiment la dernière personne avec qui il fallait. Et c'est une vraie amoureuse. Et moi, j'ai toujours trouvé un endroit d'empathie pour elle, parce que je me dis, elle est éperdument amoureuse de cet officier allemand, quoi. Vous arrivez à prendre du recul avec les rôles que vous incarnez, que ce soit Hortense, que ce soit Joséphine ou Morgane aujourd'hui, vous arrivez à mettre cette distance-là entre vous, Audrey, et le rôle que vous allez jouer, vous arrivez à faire évidemment la distinction avant. Ah bah oui, parce que sinon c'est de la schizophrénie, donc c'est plus du tout le même... Moi, encore une fois, à couper, je redeviens moi-même. Hein. Non mais je dis ça parce que je sais qu'il y a une grosse fantasmagorie, et je parle pas du tout au nom des autres acteurs, et je veux bien croire qu'il y ait des acteurs qui aient du mal à ressortir d'un tournage et tout, hein. Mais moi, comme j'ai quand même ce truc totalement enfantin, vous regardez les enfants jouer, quand ils jouent, ils sont à 200%, quoi. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Alors après que vous ayez un moment pour un peu redescendre, je dirais, d'un certain niveau d'adrénaline, ça c'est certain, mais j'ai jamais eu en fait, avec HPI, c'est la première fois, pour tout vous dire, je sais pas si c'est intéressant, mais je vous le dis. En fait, en tant qu'acteur, moi j'ai l'impression qu'on passe notre temps à aller vers le personnage, à se dire qu'est-ce qui en moi fait écho à ce personnage, et essayer de booster à l'intérieur de soi pour que le lien, le pont avec le personnage soit possible. Et HPI, le truc qui m'a énormément plu et qui est un peu magique pour moi, c'est que j'ai fait le contraire pour la première fois, c'est-à-dire que je l'ai ramené à moi. J'ai ramené le personnage à mon humour, à mon univers, et donc c'est la première fois que c'est un truc un peu différent et où c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'en ressortir, ou en tout cas il y a une vraie envie d'y retourner. Mais sinon, tous les personnages que j'ai pu jouer auparavant, et puis c'est pas la même chose quand vous portez une série et que vraiment c'est tous les jours, que quand vous faites partie d'une série chorale. Déjà vous vous sentez beaucoup moins de responsabilité sur le succès de la série, vous faites partie du truc, mais tout n'est pas... Et vous venez... C'est-à-dire que quand je tournais Engrenage, je tournais Le Village Français en même temps, je tournais Kaamelott, donc moi dans la même semaine, je pouvais avoir une journée sur Engrenage, puis sur Kaamelott, puis sur Le Village Français. Donc je picorais un peu partout, avec des fois je me demandais dans quelle équipe j'étais, donc il y avait un peu des moments de flottement où je savais plus trop où j'étais, mais l'investissement n'est pas le même que quand vous vivez avec votre personnage sur 4 mois d'affilée, parce que les séries c'est long, c'est pareil, le cinéma c'est 2 mois de tournage et puis vous passez à autre chose. Quand vous faites des séries au long cours, ce qui est la chance que j'ai eue, parce que je trouve ça super de faire des séries qui durent sur plusieurs saisons, parce que vous grandissez avec votre personnage, et au bout d'un moment il y a un va-et-vient au niveau de l'écriture, parce qu'un personnage, vous m'arrêtez si ça devient chiant, allez, je suis partie, je peux plus m'arrêter. Un personnage, c'est quoi? C'est des mots sur du papier, d'accord? Donc vous recevez votre script, vous lisez les aventures de machin truc, et donc c'est des mots, vous apprenez le texte, et après il y a 1001 façons d'interpréter le truc, et donc vous l'appropriez, vous donnez votre version, la version qui vous semble la plus juste, et après évidemment il y a le travail avec le ou la metteur en scène, mais après il y a les auteurs qui voient ce que vous en avez fait et vers quoi vous l'avez amené, et qui se disent ah oui, ça on n'y avait pas pensé, c'est intéressant, et donc dans la saison 2 il y a des choses qui vous appartiennent un peu, parce que c'est dans l'interprétation et petit à petit quand vous suivez un personnage sur plusieurs saisons, ben forcément il y a de plus en plus de vous dans ce va-et-vient, et c'est ça qui est très agréable, je trouve, quand on joue un personnage, c'est que la première saison on se lance dans l'inconnu, on essaye nous d'aller vers lui, et puis petit à petit personne ne le connaît mieux que nous, en fait, ce personnage. On sait comment il parle, on sait quand on lit le texte, ah non, ça, elle peut pas dire ça, elle ne parle pas comme ça, elle dirait pas ça comme ça. Le va-et-vient se fait petit à petit. Ouais, bon, c'était long, c'était pas la question, mais en même temps, je sais pas, je me suis sentie un peu inspirée. Pour finir sur Un Village Français, il y a cette scène très très plus intense où Hortense se fait raser la tête au moment de la libération. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment c'était de vivre ça
à ce moment-là sur le tournage? Les gens pensent que c'est le genre de scène qui est super dur. Mais en fait, je vais vous dire, les scènes fortes, on n'attend que ça d'en faire. On n'attend que ça. Je veux dire, la scène où elle est tondue et où tout le monde lui crache dessus, c'est super fort à jouer. Vous avez le sentiment de parler pour toutes ces femmes qui ont été tondues. Vous avez le sentiment d'incarner un truc plus grand que vous. C'est une héroïne tragique. Ce qui est beaucoup plus dur de faire, c'est des scènes du quotidien, passe-moi le sel, machin truc et tout, quand c'est pas très bien écrit, qu'il n'y a pas énormément d'enjeux. Ça, c'est vachement dur de donner de la vie à des scènes qui n'ont pas beaucoup d'enjeux, qui sont informatives, pour que vous, spectateurs, on vous remette bien les infos, parce qu'il y a eu la coupure pub, alors vous êtes peut-être un peu paumés sur qui est machin truc et tout. Nous, quand on se tape ces scènes-là, c'est la mort, quoi, parce qu'on sait que ça n'est que de l'info. Et il faut essayer de faire passer le truc pour que vous ne vous rendiez pas compte que ça n'est que de l'info. Ça, c'est chiant. Les scènes fortes, bien écrites, aussi traumatiques soient-elles, c'est un régal à jouer. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on ne reste pas coincé dans le personnage, évidemment. Mais moi, j'adore ça, et c'est vrai que je suis toujours un peu... les gens sont toujours... enfin, j'ai l'impression un peu bluffés par les larmes, par le drame, mais vous savez, on a des... je vais tout vous balancer, vous allez être hyper déçus. On a tous on arrive tous à trouver des équivalences dans nos vies, on a tous vécu des trucs traumatisants, des choses tristes, on a des supports sur lesquels qu'on peut activer pour jouer les choses. Moi, je trouve ça beaucoup plus dur, la comédie. La comédie, c'est du rythme, moi, je suis toujours plus épatée et plus bluffée par de la comédie, mais je sais que c'est... je démystifie un peu les choses en disant ça, mais... On est là pour ça aussi. Ouais, enfin, je vous assure, ce qu'il y a de plus dur à jouer, c'est les scènes mal écrites. On se dit, on va jamais s'en sortir. Et attendez, non, il y a quand même un truc, c'est que quand j'ai commencé à tourner, et que évidemment j'ai fait 2 jours par-ci, 2 jours par-là, qui de Diane Van Fleek, qui de toutes ces séries où j'ai été guest et où j'ai vachement appris, parce qu'encore une fois je venais du théâtre, et donc au début c'était pas gagné du tout pour moi. Et ben au début je disais exactement le texte, parce que venant du théâtre, j'avais le sentiment qu'on ne touche pas à l'auteur, on peut pas changer le texte. Donc je me retrouvais avec des textes que j'avais un mal fou à apprendre parce que c'était mal écrit. Et à un moment donné, le truc n'est pas français, c'est pour ça que tu n'arrives pas à te le mettre dans la tête. Mais j'avais le sentiment qu'il ne fallait pas changer le texte du tout. Et quand j'ai vu mes partenaires qui réécrivaient complètement leur texte, je suis allée voir et dire, mais on a le droit de changer le texte? Ah bah ouais, tu le mets à ta sauce. Ah bah ouais, l'important c'est d'avoir l'idée. Après tu le mets à ta sauce, J'ai fait, waouh. Mais moi je me galère avec des textes qui sont pas possibles à dire. Tu m'étonnes qu'on est mauvais quand le... Et à partir du moment où j'ai compris que les auteurs ne se relisaient pas à haute voix et qu'on avait la possibilité de dire la même chose avec nos propres mots, eh ben ça a changé ma vie quand même, hein. Sans transition. On a parlé de théâtre, on a parlé de télé, on va parler un petit peu de cinéma avec cette scène totalement culte. Non mais il n'y en a pas pour longtemps, c'est pour te montrer un truc. Qu'est-ce que c'est? C'est drôle. Ah bah ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Intouchable, dans votre carrière, ce succès extraordinaire? Est-ce qu'on se dit forcément le téléphone s'est mis à beaucoup plus sonner? Oui, et en même temps j'ai un rapport un peu...
ambigu parce que j'adore le film, je suis hyper contente d'y avoir participé. À la fois, le film ne repose tellement pas sur mes épaules que vous avez quand même toujours un peu le sentiment de l'imposteur, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ont appris mon nom, hein, concrètement, et effectivement, il s'est passé pas mal de choses pour moi derrière. Et en même temps, je suis tellement pas un pilier du film que j'ai toujours eu un rapport un peu gêné j'ai toujours eu le sentiment d'avoir bénéficié du succès. Et après, c'est chouette, hein, la vie, c'est aussi des fois des choses, des raccourcis qui vous font gagner un peu du temps. En même temps, j'ai tellement l'impression d'avoir toujours été un peu une laborieuse et de vraiment faire toutes les marches les unes après les autres, que j'étais un petit peu contente, je dois dire, de ce raccourci. Ouais. On vous a aussi appelé la rousse incendiaire du cinéma français dans la foulée, ça vous a amusé? Ça m'a gonflé, j'en pouvais plus. Quand vous êtes rousse, vous êtes incendiaire. Il y a un adjectif qualificatif. Vous êtes forcément incendiaire. En plus, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Incendiaire. On est désolé. Il y a flamboyante aussi. Je suis incendiaire ou flamboyante. En tout cas, ça rougeoie. Ouais, non, je suis pas complètement à l'aise avec même une image, on va dire, un peu de femme fatale qui est très loin de moi. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, bon, t'as une image, c'est déjà pas mal, prends-la. Va pour de l'incendiaire, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça a l'air de prendre, donc va pour de l'incendiaire. Donc j'ai essayé un peu de jouer le jeu, hein, en me disant, oh, somme toute, c'est flatteur. C'est vrai que je suis aussi très contente maintenant j'espère de ne pas être que ça, et puis de plus avoir besoin de ça. Ça, c'est aussi une grande liberté. Dans un premier temps, vous êtes tellement content qu'on vous colle un adjectif positif que vous le prenez. Maintenant, c'est vrai que j'espère ne plus trop être incendiaire, parce que je trouve ça très réducteur, et encore une fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, si, on sait que c'est un peu une espèce de femme dangereuse, mystérieuse et dangereuse, tout ce que je ne suis pas. Et à un moment, j'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit, putain, c'est génial, je les ai complètement arnaqués. Ils pensent que je suis dangereuse et mystérieuse. C'est génial, ça me donne une image hyper valorisante de moi. Puis au bout d'un moment, oh là là, ça me saoule, quoi. Et maintenant, je sais pas trop quelle image j'ai, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un moment qu'on m'a pas dit. Peut-être j'ai beaucoup engueulé les journalistes aussi sur le peu de vocabulaire quand même qu'il y avait autour. Et puis, arrêtez de me définir par ma couleur de cheveux, en fait. Parce que j'en ai chié pendant quand même, je sais pas combien d'années. Et je ne peux plus répondre à ces questions du type « Vous accepteriez de changer de couleur de cheveux pour un rôle ?» À quelle actrice on a posé cette question, franchement? Toutes les actrices sont passées par toutes les couleurs. À quel moment je vais dire « Ah non, elle est blonde, non. Ah non, j'y vais pas. » Enfin, c'est... voilà, bon, j'ai eu la chance que ça se soit beaucoup démocratisé ces derniers temps, mais ça a été tellement compliqué pendant quand même les premières années de ma vie d'actrice. Le fait d'être rousse et donc d'être très voyante à l'image, et du coup on avait du mal à se projeter, à me proposer quoi que ce soit, que c'est vrai que maintenant cette espèce de retournement de truc où soudainement ça deviendrait « Waouh, elle est incendiaire », ça m'a fait un peu bizarre, quoi. Enfin bon, voilà. Donc, après Intouchable, vous enchaînez plein de rôles au cinéma. Il y a eu Les Reines du Ring, Sous les jupes des filles, et puis la télé vous rattrape. On vous retrouve avec dans 10% dans un excellent rôle de guest. On regarde. Ça vous a amusé de jouer ça, de montrer un peu l'envers du glamour de vie d'actrice? Ah bah oui, beaucoup. Moi, je fonctionne beaucoup sur l'autodérision, hein. C'est ce qui me plaît le plus, en fait, même si ma vie est très éloignée de... Parce que tout le monde est persuadé que du coup c'est réellement moi, mais en fait c'est un personnage, hein. Ouais, non, ça m'a beaucoup amusée. J'ai été sidérée du succès sur le papier. Je me suis dit, mais qui ça va intéresser, la vie des agents? On est quand même sur un microcosme. Et en fait, c'est comme toutes les bonnes séries, c'est-à-dire que quand vous racontez bien les histoires, on se passionne pour tous les microcosmes, en fait. Et surtout, on découvre un
voilà, un métier que la plupart des gens connaissaient pas. Donc, non, je suis très fière parce que moi j'ai fait partie de la saison 1 quand personne ne voulait y aller, je tiens à le dire, hein, et qu'après tout le monde a voulu y aller. Mais non, c'est un super souvenir. Vous disiez ce matin, on s'est croisés ce matin, que vous étiez plus à l'aise sur un plateau que dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que je trouve que c'est plus confortable de jouer un personnage que le quotidien, que la vraie vie. Et c'est vrai que bon, il y a une forme de fuite aussi dans le fait d'incarner des personnages. Les tournages, c'est aussi la vie en plus intense, c'est créer quelque chose ensemble, un objet ensemble, c'est la troupe, et moi j'adore ça, j'adore ça, je suis très accro à ça en fait, à cette adrénaline d'inventer des choses, de créer un objet ensemble, et quand cet objet rencontre son public, c'est vraiment merveilleux, parce qu'encore une fois, ça donne un sens à ce qu'on fait, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très addictif, et en même temps, c'est pas la vraie vie, donc c'est un peu particulier, mais je trouve que la vraie vie, elle est compliquée, je trouve que le monde va mal, et qu'il y a une façon pour moi aussi de me protéger à travers les personnages. Ouais. Vous mettez beaucoup de second degré là, dans cet extrait de 10%. Vous parlez d'autodérision. C'est pour ça que vous avez accepté de faire LOL sur Prime Video, d'aller vous mettre en danger dans une maison avec des humoristes. Pourquoi est-ce que vous avez dit oui à ce projet-là? Vous étiez dans la saison 2, je crois. Parce que moi j'ai toujours été très 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 admirative des humoristes. Je trouve que c'est super culotté de monter sur scène et de faire des blagues. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu attirée aussi. Et moi j'aime les challenges en fait. J'aime bien sortir de ma zone de confort en fait. L'adrénaline elle vient de là, c'est-à-dire que après Engrenage, on m'a proposé mais 15 Joséphine Carlson, j'aurais pu continuer toute une carrière de sous Joséphine Carlson. Et je me dis, bah non, c'est con, ça je l'ai fait, essayons d'être un peu patiente et de voir si je peux pas faire un truc différent. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, enfin la chance c'est aussi des choix, hein, de faire des choses. Si on m'y attend pas, ça m'intéresse en fait. Si je suis pas la personne à qui on penserait immédiatement, ça peut m'intéresser. Et l'exercice me dit, tu n'as rien à y gagner. A priori, tu vas être qu'avec des gens qui sont des vrais humoristes, qui maîtrisent super bien la vanne, l'impro et tout. Et je me suis dit, purée, j'ai envie de le faire, quoi. Je me dis, j'ai envie de vivre le truc. Et c'est assez fort quoi, comme expérience, hein. Vous êtes quand même la première fois, on est enfermé quand même 15 heures, il y a des moments de fatigue totale, il y a des moments de déprime, il y a des moments de on me dit je vais jamais y arriver, mais je regrette pas du tout l'aventure. J'ai trouvé ça génial, et surtout j'ai été épatée de la quantité de gens qui ont regardé en fait. Et maintenant c'est vrai que c'est un énorme succès. C'est pareil, à l'époque je me disais pas ça allait être j'aime bien ce petit côté pionnière, vous aurez remarqué hein, bon. Mais oui, il y avait un truc où il y avait une mise en danger relative hein, évidemment, mais je me suis dit alors là t'es pas du tout dans ta zone de confort, est-ce que tu vas y arriver? Et surtout qu'au moment où vous faites LOL, vous sortez de 2 énormes cartons sur TF1 avec le Bazar de la Charité et les combattantes. On va regarder un extrait. C'est très drôle que vous ayez pris cet extrait-là, parce que pour tout vous dire, ça n'a aucun intérêt, mais ça me fait rire parce que je m'en suis remis. Je suis en double voilette parce que j'ai une énorme crise d'eczéma. Parce que j'ai fait une allergie à je ne sais quel produit. Et le matin, on est en cata
La maquilleuse ne sait plus quoi faire et on décide de mettre une double voilette pour essayer de camoufler un peu le truc. Bah, ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est magique le cinéma. Mais bon voilà, je vous fais part de cette petite anecdote qui Le Bazar et les Combattants, ce sont deux grandes séries historiques féministes, on peut le dire. C'est ce qui vous a attiré au départ dans le projet, vous vouliez ça, ce genre de rôle-là? Moi j'adore les grandes fresques historiques. J'adorais ça quand j'étais petite à la télé. Et puis encore une fois j'aime me déguiser, hein, donc moi s'il y a moyen de mettre un costume d'époque, quelle que soit l'époque d'ailleurs, non mais vraiment c'est vrai que ces espèces de grands souffles narratifs de la fresque qui raconte aussi toute une époque, voilà, j'ai un vrai goût pour ça. Et puis c'est toujours voilà, des personnages féminins forts. Vous avez créé des liens forts sur le plateau avec Camille Leloup et Julie Debona. Vous avez fait 2 grandes séries avec elles. Vous avez réussi à nouer quelque chose de fort? Oui, mais, bien sûr, ouais, c'est quand même des aventures, c'est long, on s'en parle quand même, mais on ne s'est pas tant croisés que ça en fait. Donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte à l'image, mais on n'est pas sur les mêmes décors, c'est comme si c'était des parties du tournage différentes en fait. On s'est croisés au HMC, mais pas tant que ça en fait. Mais vous allez vous retrouver, je crois, pour une 3e série historique pour TF1 en préparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou pas du tout? Ah bah non, je peux pas encore vous en dire quoi que ce soit. Ah bah non, j'ai pas du tout droit. Ah, je tentais ma chance, on sait jamais. Ouais, nice try. Et bah du coup on enchaîne, parce que vous êtes très occupé en ce moment par une petite série qui commence à bien marcher, qui s'appelle HPI. Voilà, Morgane Alvaro pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Est-ce qu'on vous demande souvent si vous avez un QI au-dessus de la moyenne, Audrey? Ouais, je dis que j'ai pas fait le test, comme ça me permet de croire que potentiellement oui. Mais je crois pas. Vous avez déjà presque fini le tournage de la saison 4, il vous reste 2 épisodes à filmer encore, je crois, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pouvez révéler sur la saison 4 rapidement, comment ça va commencer tout ça? Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont vu les 2 premiers. C'est la saison où Morgane est enceinte et ne sait pas qui est le père de son enfant. Du coup c'est un petit peu compliqué dans sa vie avec ses enfants qui aimeraient bien qu'elle avorte parce qu'ils trouvent que 3 enfants c'est déjà suffisant comme ça, donc il y a une espèce d'inversion des rapports avec ses enfants. Elle devient l'enfant de ses enfants et puis voilà, je vais pas tout vous dire, enfin c'est toujours un peu, il y a un truc que je trouve formidable dans HPI, et c'est le succès de la série nous donne une liberté qui fait qu'il n'y a pas de grammaire. Vous savez, souvent les séries, il y a une grammaire, on retrouve un certain nombre de choses, et là en fait il y a un champ de possibles qui est vraiment formidable quoi, pour les metteurs en scène qui viennent, pour les acteurs, enfin à tous les postes. Il y a une espèce de carte blanche et ça c'est rarissime et c'est merveilleux qu'on puisse le faire sur TF1 quoi. On est très chanceux et donc on a un épisode, par exemple l'épisode 3 qui se passe sur trois périodes complètement différentes les unes des autres. On a la possibilité de faire du genre, c'est-à-dire tout est possible et ça c'est quand même assez génial et c'est ce qui nous permet de renouveler la forme, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un fil conducteur, un fil rouge, et puis en plus il y a de plus en plus de personnages, on essaie de développer les histoires de tous les personnages, et en plus on peut de temps en temps s'autoriser un épisode avec un genre particulier, ce qu'on voit assez rarement à la télé, quoi. C'est un personnage cathartique pour vous à jouer, Morgane Alvaro, permet de vous faire des choses, de faire des choses pour vous que vous ne faites pas dans la vraie vie naturellement? Oui, complètement, c'est une sorte d'avatar qui me permet de m'exprimer et de me comporter comme je ne peux pas le faire dans la vie parce que on m'a appris qu'il ne fallait pas le faire, qu'on ne pouvait pas dire tout ce qu'on pensait et qu'on ne pouvait pas se comporter comme un enfant de 5 ans et encore une fois, heureusement. Mais je pense que de voir cette femme qui effectivement est tellement libre, mais sa liberté va avec une forme d'égoïsme, c'est-à-dire qu'effectivement elle dit ce qu'elle pense, elle se comporte comme on ne s'autoriserait pas. Il y a quelque chose pour moi
de très cathartique, mais je pense pour le public aussi, et je pense que c'est ce qui fait le succès de la série, c'est qu'à un moment donné, elle nous fait du bien, et elle permet d'assouvir quelque chose qu'on ne s'autorise pas à assouvir. C'est pour ça que l'exemple que vous avez montré, moi, ça fait partie de mes scènes préférées, c'est-à-dire que moi j'ai envie de voir Morgane à la Poste, Morgane à la NPE, Morgane coincée dans le train, enfin vraiment Morgane dans une manif, enfin c'est ce qui, je pense, moi me fait du bien, mais je pense fait du bien aux gens, c'est qu'elle permet d'évacuer tout ce qu'on peut pas, tout ce qu'on voudrait dire, la façon dont on aimerait se comporter, mais qu'on ne peut pas, parce que voilà, on nous a appris que non. Est-ce qu'elle a fini par déteindre un peu sur vous, Morgane? Est-ce que vous avez commencé à acheter des t-shirts léopard? Ouais, j'ai un peu acheté des t-shirts léopard. C'est vrai j'ai acheté des trucs que j'aurais pas acheté. En me disant, oh, t'as bien porté, ça peut le faire. Non, je t'assure, c'est pas mal. Bon, peut-être pas avec tout le... Mais je me souviens qu'avant, je choisissais des pièces de costumes. J'avais un impératif, c'est qu'il fallait que je sois pas capable de le porter dans la vraie vie. Et finalement, je me dis, cette petite robe, évidemment, si tu mets pas et les boucles d'oreilles, et les chaussures de 12 cm, et le truc, il y a moyen d'en faire quelque chose, donc ça glisse un peu. Mais les va-et-vient, ils sont dans les deux sens, hein. C'est une autre moi, d'une certaine façon. Merci Audrey, merci pour toutes vos réponses, pour toutes vos confidences. Vous pouvez applaudir Audrey Fleurot. Vous pouvez rendre ça encore plus intéressant. C'est à vous de poser des questions si vous avez des questions. Il y a des micros dans la salle qui vont circuler. Je crois qu'il y a 4 micros. Et vous pouvez... Je vous préviens, je ne réponds pas à des questions sur ma couleur de cheveux. Alors moi, je vois pas grand-chose. Qui a un micro? Nous, on vous voit, mais on ne peut pas vous balancer nos micros. Ouais. Alors, on va attendre que les micros passent dans la salle, je crois. Vous allez vous marier ou... J'ai vu qu'il y avait du miel. Vous faites quoi là? Ah, ok. À la vache, j'avais pas vu qu'il y avait du monde tout là-haut aussi. Et vous serez quand? Pardon, mais je crois que je vais faire une photo. J'ai pas mon téléphone. Est-ce que vous prenez en photo avec mon Non, parce que mes parents vont pas me croire. Mes proches ne vont pas me croire. Vous voulez que je vous prenne en photo avec mon téléphone? Mais je vous en supplie. Je me mets là et je prends en photo. Souriez, hein. Je cache des gens ou ça va? Je vais tellement me la raconter. J'espère qu'elle n'est pas floue. Alors, si quelqu'un qui a un micro, vous pouvez vous lever et poser la première question, s'il vous plaît, allez-y. Bonjour. Bonjour. Non, je suis gênée, mais ça va. Moi, j'ai une question pour HPI. Est-ce que je dois te tutoyer ou je dois te vous voyer? Je suis tellement jeune, tu peux me tutoyer. On a vu ma rétrospective, hein, vraiment, on sait que j'ai vraiment démarré avant-hier, donc... Est-ce que tu penses, est-ce que tu as l'impression que HPI, avoir tourné dans HPI et avoir incarné le rôle de Morgane, ça a changé ta vie ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ça a changé ma vie dans le sens où... j'ai toujours eu la chance de beaucoup travailler, en fait, je me rends compte, c'est pas tant en termes de travail, mais j'ai la chance d'avoir rencontré un personnage qui est mon clown, en fait. Et j'espère que je vais faire plein de choses après, mais je sais que pour moi, HPI aura toujours une saveur particulière, parce que ça m'a permis de m'exprimer comme jamais, en fait. Et je pense que c'est une chance incroyable. Moi, je pense qu'il y a plein d'acteurs qui ont des carrières formidables
et qui n'auront jamais cette carte blanche que j'ai eu l'opportunité d'avoir en fait. Et ça, c'est une chance incroyable. J'ai l'impression que c'est mes sopranos, vous voyez. Je suis un peu James Gandolfini quand on lui propose les sopranos. Le mec bosse depuis très longtemps, mais à un moment, il y a une rencontre entre le personnage et l'acteur qui est très intime et où vous avez l'impression qu'il y a énormément de vous-même dans le personnage. Et ça, c'est rare. Vous pouvez jouer des personnages passionnants, vraiment, et j'ai eu beaucoup de chance, mais cet endroit d'intimité, je suis pas sûre que je l'aurai de nouveau, en fait. Donc, et en ça, c'est très particulier, et ça a changé ma vie. Évidemment, en termes de notoriété, parce qu'on a la chance d'avoir ce succès énorme, et là où c'est très très fort pour moi, c'est que j'ai mis tellement de moi dans ce personnage, c'est tellement mon double, on va dire, que le succès me bouleverse parce que ça me touche très très intimement en fait. Je pense que si la série avait été un échec, ça aurait été sans doute douloureux pour moi, parce que je me serais énormément impliquée, j'aurais mis beaucoup d'intime en fait dans ce personnage, et c'est vrai que si la porte s'était fermée, je pense que j'aurais eu du mal à m'en remettre, quoi. Donc oui, ça a changé beaucoup de choses. Une autre question. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Votre premier amour, c'est le théâtre. Vous avez commencé par le théâtre. Oui. Là, vous vivez une carrière fulgurante. Alors, juste petite dédicace sur les combattantes, parce que je vous ai trouvé phénoménale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, là, vous faites de la télé, du cinéma. Est-ce qu'un jour, vous allez revenir à votre premier amour, qui est le théâtre? Bah, bien sûr, ça me manque énormément, le théâtre. Le problème, c'est que je développe aussi des choses, moi, maintenant, de mon côté. Et je me dis, oh là là, non mais là, en fait, c'est très compliqué de me dire, je vais me bloquer du temps pour le théâtre, parce qu'en fait, sinon, en fait, ça ne rentre pas, concrètement. Mais ça me manque beaucoup, et je sais que quand les choses freineront pour moi, parce que nécessairement, avec l'âge, les choses vont freiner, c'est normal, j'aurai énormément de plaisir à retourner au théâtre. J'espère. Bon, et pas oublié. Bonjour Audrey. Bonjour. Où êtes-vous? En haut, au milieu là. Oui. Oh, ouais. Déjà, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop fatigués du tournage. Donc merci d'être là. Pour nous, c'est super. Je pense que je parle pour tout le monde. J'avais une question. Moi, c'était quel est le rôle que vous avez préféré incarner, que ce soit techniquement ou juste pour vous? Enfin, du kiff. Voilà, merci. Je suis obligée de dire HPI, hein, parce que moi je suis toute excitée quand je reviens, quoi. Je me dis, oh, j'ai hâte de lire les nouvelles aventures. Encore une fois, HPI, c'est le personnage qui m'est le plus intime, donc forcément, et je sais déjà que ça va être douloureux d'y mettre un terme, en fait. Mais je pense que c'est bien aussi de ne pas faire la saison de trop, de ne pas lasser les gens. Donc voilà, donc je commence un peu à me préparer à l'après. Mais la saison 4 ne sera pas la dernière. La saison 4 ne sera pas la dernière. Salut, je suis juste un peu au-dessus. Oh, oui. Salut. Déjà, je voulais te dire merci parce que HPI, c'est un énorme réconfort pour énormément de gens dans cette salle, je pense. Et il y a vraiment une communauté qui s'est créée grâce à la série et grâce à tout ce qui l'entoure. Donc déjà, merci parce que c'est incroyable et c'est un plaisir d'être là pour vivre des moments comme ça et vivre des moments comme on a vécu tout à l'heure pendant la projo. Pardon. Désolée. Ma question, c'est la suivante. Avec ma coloc juste ici, c'est notre péché mignon de se faire des rewatch d'HPI un peu une fois de temps en temps. Et on s'est posé la question, en fait, on trouve que les personnages secondaires, finalement, on ne connaît pas grand-chose d'eux.
Et du coup, je voulais savoir si à l'avenir, il y a des petits trucs qui vont se débloquer. Je suis d'accord. Le problème, c'est le format, en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé, en 52 minutes, de créer le meurtre parfait. Sinon, on n'a pas de raison de faire appel à une nana qui a 160 de QI. Donc déjà, ça prend quand même pas mal de temps. Et on a le quotidien de Morgane. Et c'est vrai qu'on essaie de développer parce que c'est super croustillant et on a vraiment une brochette d'acteurs super, mais en fait le format nous coince un peu pour vraiment avoir le temps de développer les choses autant qu'on aimerait. Et c'est vrai que des fois je me dis c'est pas mal quand on arrive à faire par exemple des doubles épisodes, quand l'enquête est sur 2 épisodes, ça nous laisse un peu plus de temps pour justement de la vie quotidienne, pour les autres personnages, mais en fait voilà, la limite c'est le format, mais il n'est pas exclu une fois que la série sera finie, que peut-être on revienne de temps en temps sur, je sais pas, un format de 90 minutes, ou peut-être au cinéma, honnêtement, j'en sais rien, mais c'est vrai que le format est assez contraignant pour avoir tous les ingrédients en 52 minutes, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, on aimerait savoir ce qui se passe à côté, ouais. Merci. Bonjour. Moi j'ai 2 petites questions. Où êtes-vous? Ici. Ah oui. Sur HPI, est-ce que avant ou pendant le tournage, vous avez eu la possibilité de rencontrer des personnes HPI? Oh, c'est bizarre de le voir. Hein. Alors je reçois beaucoup de lettres, je reçois beaucoup de livres. J'en suis hyper émue et très fière. Après, il y a une vraie volonté de notre part d'être vraiment de la fiction et de ne pas forcément représenter les HPI, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire, les HPI. Il y a autant d'HPI qu'il y a de gens, en fait. Il n'y a pas une façon particulière, et surtout, moi, on ne prétend pas du tout faire un documentaire. On est vraiment, vraiment dans la fiction. Ce qui était important de montrer pour nous, c'était un peu comment fonctionnait le cerveau d'un HPI et les difficultés qu'il pouvait y avoir avec au quotidien, le fait que ce soit pas que un atout, mais que ça pouvait être aussi un peu compliqué. Maintenant, je pense que y a autant de personnes HPI, enfin, ça reste quand même, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de sa personnalité à elle et qui sont pas à mettre sur le dos des HPI. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de se dire, c'est pas, elle ne représente pas le stéréotype. Il y a effectivement le fait qu'elle a ce QI hyper développé et que ça va avec une forme de handicap social, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de elle, de sa personnalité, et ça lui est vraiment spécifique. Parce que moi je suis au potentiel et je trouve que justement la série elle a changé le regard des gens sur le HPI. Avant, on pouvait avoir des étiquettes un peu erronées qu'on nous collait. Et j'avais une deuxième petite question. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de faire une photo? J'ai l'impression que vous étiez déjà là tout à l'heure et que vous avez vu qu'il y avait une finaude qui a... Oui, alors, venez, on va faire cette photo, mais parce que vous avez pris votre courage à deux mains. Voilà, voilà. D'autres questions? Bonjour. Nous, on avait une question par rapport à votre production. Où êtes-vous? Ah, les girls. On a écrit un long métrage avec mon ami à côté. Et on voulait savoir si c'était possible de vous le donner. Le synopsis. Ah ben, mais alors attendez, vous l'avez physiquement là? Vous voulez dire en papier? Alors non, parce que de base c'était pas prévu de poser la question. Ben, je vais vous laisser une adresse mail. On veut bien du coup, si c'est possible. Et ben voilà. Alors attendez, vous avez bien un téléphone. Excusez-nous, hein, on fait un petit peu d'administratif. J'ai mon agent qui me fait des signes en me disant ne donne pas ton mail personnel.
Oui, Laurent, j'avais pas prévu de donner mon mail personnel, mais un vrai mail quand même. Audrey.fleuro@gmail.com. C'est pas ça parce que j'ai le même depuis que j'ai 15 ans, donc il est vraiment ridicule. Caramel. On peut prendre une autre question en attendant. J'en ai une autre, du coup je suis à côté. Alors. Je suis juste à côté. Bonjour déjà. C'est très étrange, on n'arrive pas du tout à situer le son en fait. Oui. C'est très intimidant déjà et je suis très contente de vous voir en vrai. Ça fait depuis très longtemps que je suis ce que vous faites et je regarde ce que vous faites. Merci. Et je voulais juste vous poser la question. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui veut faire du cinéma mais qui n'a pas confiance en elle et qui a peur du regard des autres? Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, mais voilà. Ah bah vous voulez dire moi à votre âge en fait, ni plus ni moins. En fait je trouve ça très compliqué de donner des conseils, déjà parce que je pense que le monde d'aujourd'hui n'est pas du tout celui dans lequel moi j'ai démarré. J'ai l'impression qu'il y a 1001 façons de démarrer dans ce métier. Moi je trouve que les réseaux sociaux c'est super. J'ai l'impression qu'on a découvert plein d'acteurs qui ont décidé de produire eux-mêmes et de se montrer. Je trouve ça génial. Nous on n'avait pas du tout cette possibilité, on était totalement dépendants du désir des autres. Vous avez la possibilité de faire vos sketchs, de les montrer, d'être vus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, mon parcours, il est hyper classique. C'est-à-dire qu'à 8 ans, je sais ce que je veux faire et j'organise toute ma vie pour faire du théâtre. Mais moi, je voulais pas du tout tourner, encore une fois. Donc, voilà, moi, à partir de 8 ans, je prends des cours et je fais toutes les étapes, les conservatoires d'arrondissement, la maison des conservatoires, le conservatoire. Enfin, vous voyez, j'ai une voie qui est très, très traditionnelle. Et de ma promo, des filles, je crois qu'on est 3 à avoir continué le métier. Donc, il y a vraiment, il n'y a pas de... Je ne saurais pas vous dire... c'est très personnel en fait, c'est vraiment... je suis incapable de donner de conseils parce que voilà, je trouve que le monde a beaucoup changé et ce qui est valable pour une personne ne le sera pas du tout pour quelqu'un d'autre, donc je suis navrée, hein, mais je ne peux pas prendre la responsabilité de dire quoi que ce soit. Pas de rien. Et autre question. Bonjour Audrey. À gauche. Juste là. Oui, oh coucou, c'est mon ostéopathe, il est formidable. Merci. On a vu un peu votre panel, vous allez de la comédie au drame en passant par le thriller psychologique. Interpréter tous ces rôles, est-ce que ça vous donne pas envie à un moment de passer derrière la caméra? Eh bien bizarrement non, parce que j'adore jouer. Donc bizarrement non, et parce que je ne suis pas leader dans l'âme. Je suis un très bon coéquipier, je pense. Mais d'avoir la responsabilité de tous ces gens à qui je dois donner des réponses, qui se tournent vers moi en me disant alors qu'est-ce qu'on fait, et alors combien tu veux de figurants, et la voiture tu la veux rouge ou tu la veux bleue, et alors là on met un travelling ou on met un truc, enfin, c'est quand même, il faut répondre à énormément de questions à la minute alors que je ne suis que doute. Je ne me vois pas du tout de me mettre ça sur les épaules. Non, ce qui me plaît par contre c'est d'aborder la production parce que ça veut dire être à l'origine des histoires, être à l'origine des projets, suivre le projet de A à Z, monter l'équipe, faire la direction artistique, vraiment prendre vraiment le bébé de A à Z, ça, parce que je pense qu'il y a un truc de l'ordre de la troupe, du théâtre, du faire les choses ensemble. Moi, avoir la responsabilité de tous ces gens qui sont là pour mettre en œuvre mon projet, ça me surangoisse. Merci beaucoup. Oui, au milieu, une question en bas à gauche que je vois. Bonsoir Audrey, ou plutôt rebonsoir. Rebonsoir. Alors je suis votre carrière moi depuis le début, depuis Kaamelott et pas simplement depuis l'UJC tout à l'heure. Je trouve que malgré ce que vous avez pu dire tout à l'heure, vous avez quand même votre petit côté HPI, un haut potentiel à l'image, on pourrait le dire comme ça. Oh. Et les journalistes vont le reprendre là, vous savez. Surtout que je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais non.
Quoi qu'il en soit, ma question, alors, elle a déjà peut-être été un peu posée tout à l'heure, c'est que finalement vous avez une telle présence, une telle proximité en tout cas à l'écran, il y a quelque chose qui, en fait on se sent proche de vous quand on voit les épisodes notamment de HPI. Je me demandais comment est-ce que vous prépariez justement, est-ce que vous alliez rencontrer des gens, alors je suppose que évidemment j'en rencontre tous les jours. Voilà, des vrais gens dans la rue, mais est-ce que du coup il y a quelque chose de particulier lorsque vous recevez un scénario? Et puis, j'ai été très content. Alors moi, je ne vous jugerai pas sur la couleur des cheveux, rassurez-vous, mais du coup, ces singularités dans notre société, c'est quelque chose de très présent. En tout cas, il faut travailler sur ces questions autour de la diversité. Donc, je voulais vous dire qu'on avait besoin de vous. Je voulais vous dire merci. Parce que, alors moi, je ne vais pas vous demander une photo, rassurez-vous. Sauf si vous me dites, allez, viens, on l'a fait maintenant. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais en tout cas, merci à vous de porter ce sujet de la diversité et notamment ici à Céline. Merci à vous. Merci à vous. On prend encore 2 ou 3 questions, je pense. Au premier balcon. Premier balcon. J'ai envie d'écouter mon micro, madame. Merci beaucoup, Audrey. Je ne sais pas si vous me voyez. Je vous fais des grands balcons, Audrey, là-haut. Où êtes-vous? Au milieu, là-haut. Oui. C'est moi. Merci pour tout, merci pour ces échanges. J'ai été à la projection à l'UGC, merci de m'avoir fait rire, merci de m'avoir ému. C'était vraiment un moment très particulier. Merci beaucoup. Et ma question, c'était concernant le théâtre et le cinéma. Est-ce que vous avez eu un modèle masculin ou féminin, que ce soit au théâtre, sur le petit écran ou au cinéma? Merci beaucoup. En fait, mon envie de théâtre, elle n'est pas du tout liée, comme beaucoup de gens, à des acteurs. Moi, j'ai découvert le théâtre avec Au Théâtre ce soir. Ma grande passion, c'était Jacqueline Maillan. Mais je ne peux pas dire que mon envie de théâtre, elle vienne d'acteurs que j'aurais vus, qui m'auraient fascinée, auxquels je me serais identifiée. Ça a été quelque chose de l'ordre du viscéral, en fait. C'est que c'est pas prétentieux quand je dis ça, mais je savais que ce serait ça et rien d'autre, en fait. J'avais une espèce de conviction que c'était mon moyen d'expression et de protection aussi, parce que j'étais pas forcément armée pour la vie, et j'ai senti que le monde des histoires, en fait moi il n'y a rien qui m'intéresse plus que de raconter des histoires et qu'on me raconte des histoires, en fait. Et donc c'est pas lié. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont voilà, mais moi c'est de l'ordre de l'intime. C'est pas parce que je m'identifiais à qui que ce soit. J'étais très fan de Jacqueline Maillan, qui était quand même un génie. Merci à vous. Il y a des questions devant, si vous voulez. Sinon, il est là, tout en haut. Bonjour Audrey, je m'appelle Tayeb. On est venu avec ma classe. Je suis là, juste en haut. Putain, il y a des gars, ouais. J'ai beaucoup de filles et je suis hyper contente d'avoir beaucoup de filles, mais ça me fait toujours quand même un peu place des jeunes gars. Il y a toute une classe de cinéma qui vient de Luxembourg tout le week-end au festival. Et vous êtes venu à ma masterclass, purée. Ah, bonjour. Et en gros, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ma petite sœur, elle regarde HPI, notre petite sœur à tous finalement, elle regarde HPI depuis le début, et elle est très fan de vous, elle adore le cinéma, elle aimerait être actrice comme vous. Est-ce que c'est possible de juste faire une petite dédicace à Chiara et l'inspirer, enfin l'encourager à devenir actrice si c'est possible? Bien sûr, c'est tellement le moment là. Je me suis dit... On va faire ça avec tous les gens, il n'y a aucun problème. Merci. Alors attends, vas-y, sors ton téléphone, on va faire ça avec tout le monde, ça ne dérange pas. Ça va prendre 2 secondes, vraiment. Ok, tu me dis, hein. Comment elle s'appelle, Chiara? Chiara, ouais, 12 ans, de Luxembourg. Attends, mais filme plus près. Ok, vas-y, c'est parti. C'est parti ou pas? Oui, c'est bon. Vous êtes en école de cinéma ou pas? Oui, c'était pas possible. Il faut appuyer sur play. Le bouton au milieu. Je dois faire un travelling, je pense. C'est Tika? Oui. Bon, Chiara, c'est Audrey Fleurot. Écoute, j'ai réuni tous ces gens. Uniquement
prend une dernière question. Bonsoir. 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 Oui. Ici, à droite. Bonsoir. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Merci. Et C'est à gauche. On prend ta question à droite après. je vous trouve incroyable pour tout ce que vous faites. Et je voulais savoir, est-ce que le 7e art vous inspire? Le cinéma? Le 7e art au-delà, c'est-à-dire peut-être pas une carrière aux États-Unis ou mais bien ailleurs. sûr, mais bien sûr. Non, comment... J'ai bossé un peu en anglais et j'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé ça chouette. C'est aussi un challenge, quoi. C'est pas un... Mais de là à partir aux États-Unis pour tout redémarrer à zéro, sachant qu'ils en ont des actrices, hein, vraiment, j'avoue que non. J'ai un peu la flemme. En fait, j'ai l'impression que c'est un projet qu'on fait genre à 20 ans avec une espèce d'envie d'aller se tester un peu là-bas. À 45, moins, vous voyez, dans le sens où ça marche pas mal pour moi. J'ai mes enfants qui sont scolarisés ici. J'avoue que c'est toute une orga, je me sens pas de me lancer là-dedans maintenant. D'accord, et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, merci. Au milieu, vous êtes laissé pour compte. Hein. Vous pensez que vous aviez les meilleures places, mais en termes de micro, vous l'aurez jamais. Je suis désolée, hein. Si vous voulez poser des questions, à mon avis, il faut vous mettre sur les extrémités. Hein. Du coup, moi, j'étais tout en haut, mais il n'y avait pas de micro pour pouvoir poser les questions. Ah ben voilà une bonne initiative. On va jusqu'au micro. On n'attend pas qu'ils viennent. Du coup, voilà, j'ai deux petites questions. La première, c'est assez personnel, on va dire. Vous avez écrit sur votre téléphone les questions? Oui. Ok. Comme ça, je n'oubliais pas. Bah, bien sûr. Bien sûr. Alors, allez-y. Comment faire pour pouvoir avoir un rôle? Je n'y arrive pas, même avec les castings. J'ai l'impression de ne jamais correspondre. Et puis, comment faire face au chômage? Car c'est possible de ne pas avoir de rôle pendant un petit temps. C'est super compliqué parce que, encore une fois, moi, j'étais nulle en casting. Je pense sincèrement que si des gens ne m'avaient pas vu jouer au théâtre et ne m'avaient pas proposé des rôles directement, je n'aurais jamais tourné. Donc je suis vraiment mal placée pour donner des conseils parce que c'est dur les castings, parce que c'est dur déjà d'en obtenir. Effectivement, il faut correspondre physiquement, un peu immédiatement. C'est très compliqué pour moi de donner des conseils parce que je trouve ça vraiment compliqué, mais par contre je trouve qu'aujourd'hui il y a ces réseaux sociaux qui vous permettent, vous, d'être à l'origine des choses et de vous montrer ce que nous on n'avait pas. Et je trouve que c'est quand même vraiment pas mal, plutôt que d'être totalement dépendant du désir des autres et du fait qu'on vienne vous chercher, d'essayer de produire vos propres trucs. Parce que vous avez la possibilité de montrer qui vous êtes comme artiste directement. Là où nous, si on ne venait pas nous chercher, on ne pouvait rien produire. Vous, si vous avez envie de produire quelque chose, vous écrivez quelque chose, vous vous filmez, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous dire que ça va marcher ou pas marcher, mais au moins vous êtes moins dépendante du désir des autres, vous pouvez produire les choses. Et peut-être que ça accroche ou pas. C'est à peu près la seule chose que je peux vous dire, parce que vraiment, sinon, c'est une industrie qui est très compliquée. Je me sens extrêmement chanceuse. C'est une industrie qui est super compliquée. Trouver sa place, c'est compliqué, mais ça peut prendre du temps. Donc, faut pas non plus abandonner. Enfin voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Est-ce que c'est possible d'assister ou même de faire un stage dans le cinéma lors des tournages? Oui, dans le sens où on en prend... je sais pas, par exemple, là, nous, sur HPI, on a eu un petit défilé de stagiaires, donc il faut écrire à la production, qui s'appelle Itinéraire Production. Et oui, il y a toujours des stagiaires sur les tournages. Vous écrivez à Itinéraire Production si vous voulez faire un stage, et je ne vous affirme pas parce qu'on a beaucoup de demandes, mais en tout cas, on prend toujours des stagiaires. Ça, évidemment, ils ne sont pas payés, donc on les prend. Hein.
beaucoup.